Dimanche 18 août 2024, 9 heures du matin. Oula. Dimanche 18 août 2024, 9 heures du matin, Querbillan, dans la chambre de Simon, allongé dans le noir. Marc, Delphine et Betty sont restés avec nous à Querbillan du 22 juillet au 16 août. Simon nous a rejoints pendant une semaine. Il est arrivé dimanche dernier et Roland et moi l'avons déposé hier au Crouesti, de l'autre côté du golfe du Morbihan. Nous avons dîné dans un restaurant du port. Il passait ensuite la nuit dans un bateau qu'il loue avec Marc jusqu'à samedi prochain. Les tables du restaurant dominaient les rangées de bateaux amarrés dans les vastes bassins en contrebas. Simon était assis en face de moi. Il est grand. Les muscles de ses épaules sont largement découplés. Son visage, correctement rasé, était joliment bronzé et ses cheveux bien coupés. Il est un magnifique jeune homme. Il fut, durant ce dîner, comme à son habitude, calme, doux, conciliant, attentif et généreux. Nous avons vécu un mini-drame le 15 août dernier. C'était le matin, la maison était pleine, Delphine était encore dans sa chambre, Marc et Simon grignotaient leur pain au chocolat. J'ai pris une paire de ciseaux pour couper les cheveux de Marc. Il m'avait demandé quelques jours plus tôt de m'y risquer. Je fus très prudente. J'ai coupé lentement les mèches les plus longues qui créaient un volume conséquent autour de son crâne. Puis j'ai proposé à Marc, une fois la coupe terminée, d'utiliser ma tondeuse pour chien, dont je me sers pour caporal, afin d'essayer d'égaliser un tant soit peu ses cheveux à l'arrière de la tête. Il n'était pas rassuré, mais a fait mine d'accepter. Il ne restait pas tranquille, il bougeait sans cesse, sans doute en raison de son inquiétude latente. Simon et moi ne pouvions nous empêcher de rire. Marc paraissait aussi plus ou moins amusé, bien que perplexe, comme il se devait. La tragédie a alors fondu sur nous. Un mouvement malencontreux de Marc, ou de moi-même, a dessiné un trou bien visible sur sa nuque. Il est devenu hors de lui, tandis que je plongeais dans les abysses de la honte et de la tristesse. Je me suis isolée dans le jardin du voisin pour cacher mes pleurs. Je n'y suis pas restée longtemps pour qu'on ne s'interroge pas sur mon absence. Je suis revenue. Je me suis assise dans le petit jardin, à l'écart de Roland, Simon et Marc, ainsi que Delphine, qui avait fait son apparition dans la grande salle. La porte-fenêtre était ouverte sur le jardin. Delphine avait repris la tondeuse, elle tentait d'améliorer la situation. Marc restait parfaitement statique, je demeurais immobile, prostrée sur mon siège pliant. Mes larmes coulaient en silence, je ne les essuyais pas. Je ne bougeais pas pour ne pas retenir l'attention. Simon s'est approché de moi. « Viens, maman, m'a-t-il dit, on va marcher un peu. »« Non, ce sera pire si on s'éloigne ensemble. »« Je ne peux pas te voir comme ça, maman. Ça me fait trop de peine. » Je suis sortie avec lui dans le jardin de la copropriété, de l'autre côté de la haie de Thuya, mais quelques secondes seulement pour ne pas donner ma détresse en spectacle. Il a été gentil, il a essayé de me consoler. Les dommages furent à peu près réparés. Marc ne reprend le travail que dans 15 jours et ses cheveux devraient, d'ici là, avoir gagné un peu de longueur. Sa coupe fait penser au style Peaky Blinders. Note. Peaky Blinders est une série télévisée britannique. Elle met en scène une bande de jeunes criminels qui sévissent dans l'entre-deux-guerres dans la région de Birmingham. Leur coupe capillaire caractéristique présente le bas du crâne quasiment rasé, par opposition au sommet un peu plus garni. Reprise. Fait penser au style Peaky Blinders. Son visage, largement dégagé, paraît jeune et dans le vent, il n'est pas mal du tout. Il est de toute façon un garçon magnifique.
S'il l'avait voulu, il aurait pu figurer dans des gravures de mode. Jean Norbert, le compagnon du frère de Roland, matérialiste au dernier degré, passe sa vie à regretter sa jeunesse, ainsi qu'une fortune de milliardaire qu'il n'a d'ailleurs jamais possédée mais dont il aurait aimé disposer. Il admire les beaux jeunes gens et est immanquablement transporté d'enthousiasme lorsqu'il rencontre notre fils aîné. On se demande vraiment, a-t-il même réussi à nous dire à Roland et à moi un jour où il était particulièrement en forme, comment vous avez pu fabriquer un aussi superbe garçon? Le monsieur ne plaisantait pas. Il exprimait bien plutôt son opinion profonde. Je ne lui ai pas envoyé dire ce même jour qu'il était un mal appris, superficiel, qui ferait mieux en tout état de cause de rester chez lui. Mes paroles ne furent peut-être pas littéralement celles-ci, mais elles signifièrent cependant assez clairement que je ne le portais pas dans mon cœur. Le dommage était mineur, la réciproque est indubitablement vraie. Ce très joyeux jeudi 15 août, où j'ai audacieusement déployé mes exceptionnels talents de coiffeuse, a suivi son cours. Le mal n'était pas si grand, Marc pouvait se montrer en société. Mais j'étais très éprouvée, Marc m'en voulait. Quant à Roland, si j'ai la mauvaise fortune de nuire à son fils, je mérite purement et simplement les flammes de l'enfer. Il m'a opposé un froid silence, je connaissais le fond de sa pensée. Le calme était en apparence revenu après les affres de la tempête. Intérieurement, je demeurais au fond de l'abîme. J'attendais que les jeunes qui avaient l'intention d'aller faire du surf se décident à quitter la maison. Je devais garder une attitude normale. Je rangeais la cuisine, j'épluchais tous les fruits et légumes disponibles dans nos réserves, des pastèques, des tomates, des oranges et des fraises. Les minutes s'écoulaient lentement avant que les jeunes rassemblent leurs affaires, montent dans la voiture et gagnent la côte sauvage de Quiberon. J'étais trop effondrée pour écouter un livre audio. J'étais occupée comme d'habitude par des activités domestiques, point trop éloignée du groupe pour ne pas m'isoler et passer ainsi inaperçue. Mais je ne voyageais pas sur les vagues de la prose d'Elisabeth von Arnim. Note. Elisabeth von Arnim, 1866-1941, est une romancière britannique connue pour ses romans de nature semi-autobiographique. Reprise. Pas sur les vagues de la prose d'Elisabeth von Arnim, ni sur celle d'Alexandre Dumas, pas plus que sur celle d'Evelyn Bloch Dano. Note. Evelyn Bloch Dano est une écrivaine française contemporaine, auteure de biographies, d'essais et de récits littéraires. Son travail repose essentiellement sur différentes approches de la biographie. Reprise. Pas plus que sur celle d'Evelyn Bloch Dano. Je sentais le noyau dur de ma peine. Il occupait tout l'espace de ma poitrine. J'étais penchée sur l'évier lorsque j'entendis Simon, debout derrière moi. Il me disait « Écoute, maman, qu'est-ce que c'est que cette histoire de cheveux? Ce n'est rien, absolument rien, par rapport au drame de la vie, au vrai drame. Tu comprends, maman ?» J'ai acquiescé. Nous nous sommes regardés. Nous savions quels étaient les vrais drames. Simon a perdu son frère jumeau quand il avait 2 mois. L'oublie-t-il de temps à autre? Je l'ignore. Mais notre absent à tous deux est un lien profond qui nous unit. Nous sommes restés silencieux, mes yeux tournés vers les siens. Nous y pensions. Il avait raison. Il est sensé et bon. Il me fait du bien. Simon s'est, de même qu'au mois dernier, aisément adapté à notre vie de famille en Bretagne.
Ils partaient faire un tour dehors lorsque Marc et Delphine tardaient à définir leur activité de la journée, puis ils revenaient. Il sait vivre en groupe, il attendait que la perspective de la journée se précise. Je suis moins patiente que lui. Je n'apprécie pas particulièrement ce genre d'incertitude latente et récurrente. Notre rite collectif incontournable était le dîner quotidien. Nous vivions chaque jour ce moment tous ensemble autour de la table, mais la parole s'est appauvrie au fil du temps. En raison... Ah, il y a une bête là. En raison justement de la fréquence de nos dîners. Simon n'en était pas troublé. Il est doux et facile à vivre. Marc, Delphine et Simon avaient prévu de rentrer hier, samedi, à Paris. Delphine et Betty y resteraient une semaine. Delphine avait rendez-vous avec le pédiatre pour la visite du 4e mois. Marc, Simon et Arthur, leur ami commun de longue date et de leurs plus joyeuses aventures, iraient de leur côté en Espagne. Marc et Simon renoueraient ainsi pour une semaine avec la Catalogne méditerranéenne où nous avons passé des vacances pendant leur petite enfance. Roland, son frère et sa sœur y possèdent un petit appartement en indivision. Nous attendions, vendredi 16 août, la veille de leur départ supposé, un appel de la sœur de Roland. Elle rentrait de vacances et elle pourrait, dès lors, nous dire si elle avait bien chez elle une clé de l'appartement espagnol. Elle n'en était pas sûre. Nous-mêmes n'en avions pas. Nous n'y avions plus séjourné depuis des années. Le frère de Roland avait à coup sûr un trousseau, mais il était en vacances à des milliers de kilomètres de France. Nous ne savions pas à quelle heure Émilie regagnerait son domicile. Les heures du vendredi s'écoulaient lentement. Les garçons ne savaient pas s'ils pourraient entrer ou non dans l'appartement d'Espagne. Il pleuvait. Marc et Delphine occupaient le canapé dans l'unique salle à vivre de la maisonnette. Comme chaque matin, ils laissaient filer le temps sans structure, comme s'ils s'appuyaient sur notre propre vie, à Roland et à moi, pour venir à bout de leur journée. Je n'éprouvais pas cette gêne les années précédentes, avant la naissance de Betty. Les jeunes vivaient alors à leur rythme. Ils se réveillaient, prenaient leur temps, sortaient à l'heure qui leur convenait. Roland et moi nous baladions le matin, nous ne rentrions qu'après leur départ. La question de la garde de Betty se pose maintenant. Roland et moi sommes restés dans la maison cette année, disponibles, pour libérer Marc et Delphine quand ils le souhaitaient. Je sortais souvent Betty pendant les heures indécises du matin. Une enfant de cet âge a besoin d'être distraite. Je poussais son landau, je lui adressais quand elle était éveillée d'expressives mines réjouies. Elle me répondait par de touchants regards, confiants et attentifs. Après ces premiers sourires qu'elle m'avait offerts dans des conditions semblables en juin dernier, elle m'a récemment prodigué ses tout premiers éclats de rire. J'écoutais des livres audio. J'étais bien. Mieux à coup sûr que dans la maisonnette. Mes longues absences pouvaient cependant finir par devenir relativement problématiques. N'était-ce pas un peu radical par rapport à Delphine de m'occuper longtemps ainsi de sa fille? Je voulais rendre service. J'avais tendance, à dire vrai, à proposer une balade. Lorsque Delphine était occupée dans sa chambre ou dans la salle de bain, je me tournais alors vers Marc, qui, obligé d'amuser Betty, était toujours d'accord pour que je l'emmène prendre l'air. Je disparaissais pour de longs moments. Je reprends. Je disparaissais alors pour de longs moments, tout en gardant bien évidemment le lien. Je donnais des nouvelles par téléphone. Ce vendredi 16 août fut une journée de pluie. Marc et Delphine ont fini par quitter le canapé. Ils se sont allongés dans leur chambre avec Betty près d'eux. Ils ne souhaitaient probablement pas me déléguer par trop systématiquement la garde de leur enfant. Nous venions de passer 4 semaines ensemble. J'avais promené la petite presque chaque matin. L'indécision régnait dans la maison. Je me suis habillée d'un pantalon et d'une veste de ciré, et je suis sortie.
Je me suis installée sur la plage de l'hôtel des Rochers, adossée à la digue. Je n'avais pas trouvé mon parapluie dans la maisonnette, le vent soufflait de l'ouest, et j'étais un peu protégée de la pluie par la haute paroi de ciment. J'étais contente face à la mer, j'écoutais des livres audio, j'attendais que les heures passent. Lorsque j'étais sortie, Marc et Delphine étaient dans leur chambre, dont la porte était grande ouverte sur la salle à vivre. Ils étaient sur leur lit, mais occupaient cependant, symboliquement, le centre de la maison. Nous étions dans l'attente des futurs événements de la journée qui dépendraient de leur bon vouloir. Ce 16 août pluvieux, mis à part son peu sympathique climat, qui fut loin d'être fréquent, était, dans les faits, représentatif des autres journées que nous avons vécues dans la maisonnette. Roland et moi, ainsi que Simon lorsqu'il était présent, attendions que le couple décide de son activité du jour. Il prenait un léger encas à l'heure du déjeuner. Roland préparait les assiettes. Je rangeais ensuite après leur départ. Ils allaient en général sur la côte sauvage de Quiberon avec leurs planches de surf. En ce complexe jour de pluie, aucun projet ne semblait devoir se préciser. J'appréciais le moment que je passais dehors, sous le persistant crachin breton. Il me fallait cependant me manifester. J'ai donc appelé Roland après plus d'1 heure de plage pluvieuse. « Alors, comment ça va à la maison ?» lui ai-je demandé de ma voix, volontairement alerte, amicale, joyeuse, et on ne peut plus normal. « Très bien, m'a-t-il répondu sur le même ton. Roland et moi jouons tacitement ce jeu devant les jeunes, des échanges verbaux fluides, sociaux et éminemment légers. Roland perçoit cependant très exactement, toujours aussi tacitement, mes réserves relatives à cette cohabitation estivale. Comment d'ailleurs pourrait-il lui-même ne pas avoir conscience que ces journées nous transforment, lui et moi, en un couple d'électrons qui tournent autour du noyau statique constitué par Delphine et Marc. Un tel mode de fonctionnement n'est pas idéal, mais Roland donnerait sa vie pour ses enfants. Il a passé ces dernières semaines assis sur le canapé de l'unique salle à vivre et il attendait. Il était disponible, serviable, il préparait les repas, il échangeait les paroles attendues pour verser quelques douceurs sur le cours du temps. Il ne saurait laisser émerger l'ombre d'une critique, d'un simple malaise, dès lors qu'il est en situation d'aider ses enfants. Je ne suis pas faite comme lui. Alors raconte, que se passe-t-il à la maison, lui ai-je demandé de ma rassurante et aimable voix. Plein de choses, m'a-t-il répondu dans le même registre. Figure-toi que les jeunes sont en train d'élaborer un plan B, car Émilie ne rentre que ce soir chez elle, elle ne sait pas si elle trouvera la clé d'Espagne, alors tu comprends. Marc et Simon prévoient autre chose. Le plan B fut la location d'un bateau de 12 mètres au port du Crouesty, situé à 1 heure de route de Querbian. Ils n'ont pas trouvé à cette date de bateau plus petit, qui aurait mieux convenu au modeste effectif de leur équipage. Ce voilier pouvait contenir 8 passagers. Marc et Simon ont alors proposé à Thierry, le plus jeune frère de Delphine, de les accompagner. Thierry a 30 ans. Il a une compagne, 2 enfants, l'un de 3 ans, l'autre de 8 mois. Il a récemment démissionné de son dernier emploi. Sa compagne travaille, il est au chômage et a choisi de garder les enfants jusqu'au mois de septembre, date à laquelle il cherchera du travail. Il a rapidement pris ses dispositions pour pouvoir participer à l'équipée voilière. La pluie ne me gênait pas, mais je ne pouvais rester plus longtemps dehors. Je rentrais à la maison. C'est bien, ai-je dit à Simon, vraiment bien, que Thierry ait pu se libérer. Je suis un peu étonnée, je le croyais réservé, un peu timide. Il a tendance en général à décliner vos propositions.
Oui, je crois qu'il en a un peu marre de sa bonne femme. Je décode ainsi le sous-texte de sa remarque. Elle n'est pas drôle, sa femme, a-t-il voulu dire. Et quand il pleut, pardon, excusez-moi, et quand il peut, il prend la tangente, c'est normal. Je ne peux m'empêcher de craindre, lorsque Simon s'exprime ainsi, qu'il lui soit difficile à l'avenir de s'engager avec une jeune fille. Il voit Marc avec Delphine, qu'il trouve, pour ce qui concerne ses défauts, terre-à-terre, matériel, assez autoritaire, et ne lui autorisant qu'avec peine des moments de liberté. Il est bien sûr également conscient de ses qualités. Et j'apprends maintenant que Nadia, la jolie petite jeune femme de Thierry, que j'ai déjà aperçue, blonde, mignonne, souriante, mène, semble-t-il, son monde à la baguette. Si Simon imagine, par ailleurs, ne serait-ce que dans la couche la plus enfouie de son inconscient, que son futur couple devrait à l'avenir fonctionner peu ou prou comme celui de Delphine et Marc, il est dans ces conditions fort possible que cette perspective ne l'enchante guère. Sa future petite amie s'épanouirait-elle aussi spontanément que Delphine dans la proximité de ses beaux-parents? S'y plairait-il lui-même? Ce n'est pas certain. Autant de considérations qui limitent peut-être son désir de construire un couple. J'occupais, à mon retour dans la maisonnette, ma place préférée, légèrement décalée sur la terrasse qui prolonge la grande salle. Elle est surmontée d'un auvent rigide et j'étais protégée du persistant crachin. J'étais décentrée à l'extérieur du groupe. C'était Marc qui avait décidé du nouveau programme pour la semaine. Le temps s'écoulait cependant, toujours aussi lentement. La pluie ne cessait pas, elle ne favorisait pas le dynamisme ambiant, lorsqu'intervinrent d'autres modifications relatives aux proches à venir. Il n'était plus nécessaire que Simon regagne Paris puisque le bateau partirait du Crouesti. La fin de la journée s'annonçait peu structurée et Marc, qui ne voulait pas que Delphine rentre seule à Paris avec Betty, a émis l'idée de les y accompagner le soir même. Roland a vivement approuvé cette organisation. Il préférait voir Marc partir un jour plus tôt, puisqu'il devrait revenir au plus vite en Bretagne. Il pourrait, en quittant la maison le soir même, se reposer quelques heures le lendemain samedi, au lieu de faire un aller immédiatement suivi d'un retour. Nous avons donc dîné à 19h, plus tôt que de coutume. Les jours précédents, notre rythme avait été défini par les activités de Marc et Delphine. Le dîner, en général, avait lieu aux alentours de 21h, après leur bain de mer et leur douche respectives, auxquels s'ajoutait souvent le jogging vespéral de Marc. C'était ainsi qu'il constituait le noyau central de notre atome familial. Nous avons ensuite, après le départ de la jeune famille, passé pour la première fois une soirée seule avec Simon. Quand Marc et Delphine étaient là, avec ou sans Simon, nous avions l'habitude après le dîner de jouer à des jeux de société. Je ne possède pas un sens développé du jeu de la carte, n'ayant pas pratiqué ce genre de divertissement lorsque j'étais enfant. Marc et Delphine ont, pour me faire plaisir et aussi pour fêter le 10 août, jour de mon anniversaire, acquis sur Internet quelques nouveaux jeux à base de questions dans des domaines variés. Ces jeux n'ont cependant pas eu l'heure de me passionner. Les questions étaient pour la plupart superficielles, tournées vers une culture télévisuelle, vers l'identité de différents présentateurs ou présentatrices d'émissions vedettes, vers celle de chanteurs ou de chanteuses contemporains qui me sont inconnus, vers la mode ou la publicité. Ces soirées ne m'enthousiasmaient pas. Ni Marc ni Delphine n'avaient envie de regarder un film à la télévision. Delphine n'aime pas le cinéma, nous dit Simon. Elle n'y connaît rien de toute façon. Je ne le contredirai pas sur ce point. J'ajouterai même
qu'elle n'éprouve visiblement pas la curiosité d'en connaître davantage. Le jeu d'après-dîner ne m'attirait pas plus que de raison, mais j'avais pourtant conscience, sur le moment, en dépit de mes réticences, de la chance qui m'était accordée. Mon fils et son ami étaient près de nous. Il était précieux de partager une modeste part de leur vie. J'ai tendance à ne souligner ici que des contrariétés mineures en réalité liées à leur présence, au détriment des aspects positifs de leur séjour. Mon intention en prenant la plume ce matin était de camper le portrait du moment de Simon, mais les phrases ont leur dynamique propre et elles m'entraînent vers des détours imprévus. Je n'oublie cependant pas que si quelques rugosités surviennent propres à notre vie commune, c'est parce que Roland et moi l'avons souhaité. Connaître dans le détail les comportements de Marc et Delphine, ne serait-ce que découvrir par exemple que la culture de trentenaire a peu à voir avec la mienne et celle de Roland, approcher leur mode de relation, profiter de Betty qui s'ouvre au monde, redécouvrir les contraintes liées à la présence d'un très jeune enfant, sont autant d'indéniables richesses. Roland et moi avons accepté cette situation. Les conditions du moment nous y ont poussés. Nous avions ressenti que nous n'avions pas d'autre choix. Nous n'étions pas tentés d'évoquer la télévision le soir lorsque nous étions avec Marc et Delphine. Nous avons tout d'abord joué aux cartes, puis au jeu de questions-réponses, une fois ceci livré par Amazon. J'ai pourtant à plusieurs reprises entendu Simon discrètement proposer de regarder pourquoi pas un petit film. Sa suggestion n'était pas commentée. Nous avons cependant un unique soir opté pour la télévision. Je reprends. Nous avions cependant un unique soir opté pour la télévision. Nous revenions d'un dîner dans une crêperie. Delphine était fatiguée, elle était allée se coucher, et nous nous sommes tournés en son absence vers le petit écran. Le problème était que je n'avais réfléchi à aucun film susceptible de nous plaire à tous, étant donné le peu d'intérêt manifesté en ce domaine par le jeune couple. Simon et moi avons rapidement choisi, parmi une modeste réserve d'enregistrement, un épisode des Petits meurtres d'Agatha Christie. Note, Les Petits meurtres d'Agatha Christie est une série française, diffusée à partir de 2009 et inspirée de la romancière britannique. Nous ne prenions pas grand risque avec cette série, généralement légère et divertissante, mais l'épisode en question, intitulé « Le meurtre du Père Noël », se révéla poussif et ennuyeux. Nous regardions depuis plus d'une heure lorsque j'entendis Simon faire une remarque à son frère. À peine audible mais critique m'a-t-il semblé, je me suis empressée de proposer que nous allions nous coucher, suggestion qui fut unanimement acceptée. Je regrettais d'avoir été aussi peu performante en matière de programmes télévisuels. Simon s'était montré favorable à l'idée d'un film et nous avions manqué une belle occasion de passer ensemble un bon moment de cinéma. Je ne suis pas restée inactive après cette opportunité ratée. J'ai, dès le lendemain, le 16 août, qui fut cette fameuse journée pluvieuse où nombre de projets furent bouleversés, j'ai emporté mon journal télé sur la plage, continuellement arrosé par le persistant crachin breton, les spécialistes de Patrice Lecomte, avec Gérard Lanvin et Bernard Giraudot, étaient diffusés le soir même à la télévision. J'aime ces acteurs et ce metteur en scène. J'ai enregistré le film que nous avons apprécié le soir même, en comité réduit, Simon, Roland et moi, après le départ de Marc et Delphine. J'avais fait mine de féliciter Delphine ce même jour, le 16 août, avant son départ pour Paris. Je parlais par courtoisie, je m'intéressais. J'ajoutais du lien aux relations de groupe. Il est toujours plaisant de recevoir quelques compliments. Je ne m'étais pas privée d'adresser celui-ci à Delphine.
Tu te débrouilles bien, lui avais-je dit en bouclant tes bagages ainsi à l'improviste. Ce n'est pas si simple. Mes paroles dépassaient ma pensée, puisque Delphine n'avait en réalité qu'à rassembler ses effets dans des sacs, sans se préoccuper en aucune façon de ménage ou de rangement, une situation normale au plus haut point lorsqu'on bénéficie du statut d'invité. Le lendemain matin, au réveil, Roland et Simon étaient dans la grande salle, j'étais quant à moi dans le jardin, juché sur un tabouret de camping pliant, j'étendais une grande serviette de plage sur une corde à linge. « Veux-tu que je te dise, me dit Roland, ce que me raconte Simon ? Il dit que le problème n'est pas de savoir si tu tomberas un jour d'un de ces tabourets, mais de savoir quand exactement tu feras une mauvaise chute. » « Mais oui, maman, fais attention, a poursuivi Simon. Mais dis-moi, ce n'est pas une serviette de Delphine que tu étends là ? Je répondis par l'affirmative et j'expliquai, légère et enjouée, qu'après le départ de Marc et Delphine, je se passais dans leur chambre, c'était normal. Ils étaient partis vite, je lui recommandais surtout, avec une lourde insistance, de ne dire absolument rien, ni à Marc ni à Delphine, sur le sujet du bazar ou du rangement. Je n'ai pas envie de risquer, tu comprends, le moindre heurt entre Delphine et moi. Imagine un peu le moindre accrochage entre la belle-mère et la belle-fille. Ce serait la catastrophe, ils seraient fâchés, vexés, on ne les verrait plus. Simon est le seul qui remarque les passionnantes activités d'intendance domestique qui m'incombent quand on vit ensemble, c'est-à-dire en été. Il dit qu'il aimerait m'aider. Reprise. Il dit qu'il aimerait m'aider. Il dit qu'il regrette de n'être pas assez courageux. Mon comportement n'a pas changé. Quand les enfants étaient plus jeunes, j'étais aussi celle qui rangeait. Mais cette organisation m'apparaît peut-être plus pesante maintenant, avec Delphine qui est parmi nous, peut-être parce que la vie est plus complexe à mon goût dans notre famille élargie. Il est maintenant 10h15. Roland et moi quitterons bientôt la maison. Nous irons à l'église à pied, à travers les marais salants. J'ajoute encore quelques notations rapides pour préciser le portrait de mon deuxième garçon. Je pense que je prendrai un bateau un jour, nous a-t-il dit hier au restaurant, et je partirai seul sur la mer. Je suppose que Simon perçoit, plus ou moins confusément lorsqu'il s'exprime ainsi, qu'il ne pourra éviter dans sa vie, à un moment ou à un autre, de mener une quête profonde de sens. Non, je reprends. Une quête du sens. Non, je reprends. Une quête profonde et essentielle. Il devra chercher ailleurs que là où se tissent les liens amicaux et sociaux qu'il apprécie par ailleurs, et envers lesquels il se montre patient et tolérant. En ce moment, sa vie ressemble à celle de son père. Roland a passé ses journées avec Marc et Delphine, assis sur le canapé, il attendait que le temps passe, il attendait que le noyau de l'atome s'oriente vers telle ou telle direction, il ne s'ennuyait pas. Il n'a pas d'exigence pour lui-même. Je me dis parfois qu'il a tendance à s'anéantir lui-même. Cet amoindrissement de soi est moins marqué chez Simon. Mais il me semble que le père et le fils sont assez proches. Simon est bon et généreux. Lui aussi laissait tranquillement les heures s'écouler avant que le cœur de l'atome se mette en mouvement. Il mène sa vie amicale sur un mode similaire. Il s'adapte, il sait attendre au sein d'un groupe, il a adoré la semaine qu'il a passée à l'UCPA au pied des Pyrénées avant de nous rejoindre à Kerbian. Il a pratiqué le kayak, le rafting, la randonnée et l'escalade. Il a fait équipe avec 8 personnes qu'il ne connaissait pas au début du séjour. Ils se sont si bien entendus qu'il est resté une journée de plus avec quelques-uns à l'issue de la semaine. Ils ont fait du vol à voile, une vraie réussite, nous a dit Simon. Hier soir, Je reprends.
Il a pris possession hier soir de l'impressionnant navire où il va vivre cette semaine. Roland et moi l'attendions dans un café du port. Il nous a rejoints après avoir passé 2 heures à bord, nous a-t-il dit, pour commencer l'inventaire du matériel. Il vérifiait la présence des nombreux articles d'une longue liste fournie par l'entreprise de location. Certains objets éminemment techniques étaient difficiles à repérer. Je les trouvais touchants et méritants. Ce genre de pince-homme aurait pu être reporté au lendemain et être réalisé par l'équipage au complet, mais il s'y est mis systématiquement, calmement, avec courage. Il montre ces mêmes qualités de persévérance et de générosité dans son travail. Il s'est à peu près... Il s'est peu à peu et spontanément spécialisé dans le soutien informatique de son équipe. Il répond aux questions diverses et variées des utilisateurs. Il est chargé d'une activité de service en retrait et assez austère selon moi. De même au fond que celle consistant à réaliser un inventaire maritime. « Je suis sûr de n'être pas doué, nous dit-il, comparé à d'autres, pour la course aux promotions professionnelles. » « Maman, m'a-t-il dit hier soir au restaurant pendant une courte absence de Roland. Tu sais, on devrait arrêter de critiquer papa, de se moquer comme on le fait plus ou moins à tout moment parce qu'il est prudent, parce qu'il imagine toujours qu'un accident pourrait nous arriver. On exagère avec nos plaisanteries et justement, je crois qu'en fait, on a envie de vivre des aventures, Marc et moi, de faire du bateau, de l'escalade, d'aller en Espagne. Papa n'avait pas envie qu'on y aille, en réalité, j'ai bien compris. C'est pourquoi il a tardé si longtemps à demander la clé à son frère et à sa sœur. Il craignait pour nous, pour notre confort, il ne savait pas dans quel état serait l'appartement, inoccupé depuis des années. Ainsi, on est actif, sans appréhension. Eh bien justement parce qu'on sait au fond que lui est toujours là avec ses conseils, ses précautions, comme une courroie de rappel. Enfin, tu vois, je crains qu'il soit blessé parfois. Je voudrais vraiment pouvoir, un jour, payer l'addition, maman, m'a-t-il dit lors d'une autre absence de Roland, parti justement régler le dîner. Ça me ferait plaisir. Ce sera compliqué, lui ai-je répondu. Je crois que réellement, en ces circonstances, je reprends. Je crois réellement qu'en ces circonstances, il sera toujours plus rapide que toi. Nous marchions, après le dîner, le long des quais. La surface de l'eau brillait entre les lignes des bateaux. Les drisses cliquetaient sur les mâts d'aluminium. La foule des touristes était dense. Un homme a croisé Simon. Il l'a bousculé. Simon s'est tourné vers lui, porté par une forte envie d'en découdre. Il l'aurait bien cogné, cet individu insupportable qui passe sans faire attention, sans même un mot d'excuse. Roland et moi étions sur la route hier soir aux alentours de 23 heures. Nous revenions à Querbillan. Mon téléphone a sonné. J'étais au volant. Le numéro était inconnu. Je n'ai pas répondu. 3 fois encore, la même sonnerie, le même numéro se sont manifestés. Roland a décroché. J'ai entendu la voix de Simon dans mon écouteur Bluetooth. « Allô, maman » m'a-t-il dit. « Mon téléphone est tombé dans l'eau. » Il voulait connaître le numéro de Marc, qu'il ne savait pas par cœur. Marc arriverait dans la nuit. Il appellerait alors Simon, qui lui permettrait d'accéder à une place de parking attribuée avec la location du voilier. Ah, là. Reprise. Avec la location du voilier. Je suis catastrophée. Simon s'apprête à passer une semaine sur un bateau. Son téléphone lui procure les livres qu'il écoute ou qu'il lit sur écran. Naviguer est sympathique, mais certains bords sont longs. Le temps passe parfois lentement. Je serais incapable d'entreprendre une croisière sans lecture, sans livre, il y a quelques années, sans téléphone maintenant. Je suis inquiète, démoralisée pour lui. Il n'a pas de chance. Je ne cesse d'y penser.